Patrick Leclerc. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Je vous retrouve donc un an plus tard, non pas en tant que maire, mais en tant que candidat aux élections municipales. Vous aviez participé au premier numéro de la série Les 5 atouts d'une ville, et numéro toujours disponible si les spectateurs ne l'ont pas encore vu. Et donc aujourd'hui, vous participez à la série d'entretiens pour Landerneau 2026, les entretiens. L'interview va revenir sur le programme de votre liste Landerneau, l'avenir partagé. Et vous le voyez donc, cette urne qui symbolise la série et qui va avoir son importance pour la suite, et on en reparle à la fin de l'interview. Donc Patrick Leclerc, vous êtes maire sortant de Landerneau, président de la communauté de communes de Landerneau de Aulas, commerçant, et donc depuis septembre, vous êtes la tête de liste Landerneau, l'avenir partagé. Donc avant d'entrer dans le détail du programme, je vous propose un petit défi. En 1 minute 30, est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes de votre programme ? Alors, pas facile ce défi, hein, mais bon. Alors d'abord, le programme il est porté par une équipe variée avec des nouvelles personnes et puis des personnes qui ont l'expérience des mandats précédents. Et puis on a tourné notre programme autour de 4 axes. Le premier axe qu'on appelle une ville à vivre, donc, qui va s'occuper vraiment du quotidien, comment on fait en sorte que les routes soient en meilleur état, les trottoirs en meilleur état, que la ville soit la plus propre possible, le cadre de vie le plus propre possible. Le deuxième axe, c'est une ville tournée vers l'avenir, parce qu'il faut penser au futur, et donc on parle de logement, on parle de développement durable. Ensuite, on parle d'une ville qui protège, qui rassemble, puisque le lien social doit être aussi de l'ADN de Landerneau, avec voilà, que ce soit les personnes âgées, que ce soit le monde associatif, tout ça doit pouvoir vivre pleinement sa vie sur Landerneau. Et puis on a fini par ce qu'on appelle le concept de la ville qui se renforce, puisque on a aussi l'ambition de continuer à rayonner à l'échelle départementale, voire plus. Et donc, notamment, on parle de tourisme, ou on parle de compétences qui sont exercées par d'autres acteurs, communautés d'agglomération, ou départements ou régions, par exemple. Merci pour cette première présentation. Et on débute par les mobilités, et notamment les mobilités douces. Vous souhaitez étoffer l'offre Tivelo, qui est devenu un marqueur fort de votre mandat 2020-2026. Les Tivelos sont apparus à l'occasion de l'arrivée du Tour de France à Landerneau en 2021. Et depuis, le dispositif n'a cessé de s'étendre à la fois dans la ville et dans plusieurs communes voisines. En parallèle, vous annoncez vouloir aménager de nouvelles pistes cyclables et sécuriser davantage les déplacements à vélo. Dans quel quartier souhaitez-vous prioriser ces développements ? Alors, je ne vais pas parler d'un quartier en particulier. En fait, il faut que ce maillage soit le plus étendu possible, et il faut que tout ça se relie les uns aux autres. Donc, on a un certain nombre de rues qui sont déjà aménagées, mais il y a encore du travail à faire. Donc, on va petit à petit faire en sorte que ces linéaires cyclables soient les plus étendus possibles. Et puis, concernant les Tivelos, tu l'as souligné, Tivelo, en effet, c'est une nouveauté du mandat précédent. On a plusieurs quartiers en vue, et je citerai notamment le secteur du Bois Noir autour du cinéma, où on pense que là, il y a vraiment un besoin qui sera en plus accru avec la création des logements qu'on a prévus tout autour. Et dans les prochaines années, ça sera crucial, les pistes cyclables maintenant ? Si on veut faire en sorte qu'il y ait moins de voitures, qu'on apaise la circulation, oui, il faut que sur les déplacements, on va dire du quotidien, de plus en plus utilisent le vélo, la marche à pied, mais en tout cas utilisent moins la voiture. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, parce que si on veut décarboner et si on veut avoir une ville dite apaisée, eh bien la mobilité douce est le meilleur moyen. Et il y aura de la place pour les vélos et pour les piétons ? C'est le but. Alors parfois il y a quelques contraintes. On a des rues très étroites, et réussir à faire que tout le monde puisse cohabiter, c'est pas toujours simple. Donc ça nécessitera quelques choix parfois, pour privilégier plutôt l'un ou l'autre type de transport. Et puis en mobilité, ce qu'on va aussi favoriser, je ne sais pas si tu avais prévu de me parler de ce sujet, mais c'est le gros chantier, ça va être autour de la gare, puisque là on a une offre de train qui va fortement augmenter, avec plus 36% de trains à partir de 2027. Et donc autour, il faut qu'on sécurise tous les flux, qu'ils soient piétons, cyclistes, automobiles. Et pour cela, oui, il y aura des aménagements à faire, et le tout en essayant aussi de faire en sorte que le cadre de vie de la gare soit amélioré.
On poursuit l'interview avec le logement. Vous annoncez dans le programme la création de 100 logements ainsi que la rénovation de plus de 100 logements vacants. Où seront construits ces nouveaux logements ? Alors, on a plusieurs projets déjà qui sont dans les cartons parce que le logement, c'est pas, on peut pas dire voilà, on va en créer. Il faut, ça se prend du temps. Et donc, on a plusieurs projets qui sont en cours. Alors, je peux en citer quelques-uns. Rue du Maréchal Leclerc, donc c'est sur le haut de Landerneau. Il y a 2 projets immobiliers. Il y en a un dont les grues sont apparues, un projet de 72 logements, et puis il y en a un autre de l'autre côté de la voie de 26 logements, il me semble. On a prévu 90 logements au niveau du Petit Paris à Landerneau. C'est là où se trouvait la discothèque La Madinina. Et puis, pour citer un autre exemple, au Bois Noir, donc là, on a 500 logements qui sont imaginés, c'est arrondi évidemment, hein, et qui vont s'échelonner en termes de construction dans une ancienne friche industrielle qui va être complètement réhabilitée et qui permettra de recréer un quartier qui sera une extension du centre-ville. Et ces nouveaux logements, y en aura-t-il en partie pour des logements sociaux ? Oui, de toute façon, on a voté un PLH à la communauté d'agglomération l'an passé qui exige, et on va monter d'ailleurs ce curseur à 30% sur ces opérations-là. Et l'idée à chaque fois, c'est de mixer, c'est-à-dire que chaque opération qui se construit, eh ben, il y ait à l'intérieur de cette opération du logement social pour que, voilà, on sache plus qui est dans un logement social, qui est dans un logement dit privé, pour que la vie en société se passe le mieux possible. Et quel serait le coût de cette opération ? Alors, le coût de l'opération du Bois Noir, il est relativement élevé parce que il y a à la fois la déconstruction, la dépollution et l'aménagement à réaliser. Ce qui m'intéresse, c'est le reste à charge pour la ville. On est aujourd'hui sur une enveloppe de 5 millions d'euros qu'on a étalée sur 10 ans, qui nous permettra à la fois de proposer des terrains à la construction. On va essayer de minimiser cette enveloppe. On a déjà quelques financements qui devraient nous arriver et qui vont faire que ce coût diminuera. Et on poursuit avec la jeunesse, que vous annoncez comme la grande cause du prochain mandat. Un conseil de la jeunesse est également évoqué. Tout d'abord, pourquoi vouloir placer le prochain mandat sous le signe de la jeunesse ? Parce que c'est devenu un sujet... Ça ne l'était peut-être pas il y a encore quelques années. Je pense que la période Covid a aussi été un moment qui a perturbé un peu notre jeunesse. On voit bien aussi qu'on a une crise démographique en cours avec moins de natalité. Et puis, les attentes et les besoins ont évolué, la société a évolué. Donc, je pense qu'il faut en effet consacrer plus de temps. C'est pas qu'on n'avait rien fait avant. Au contraire, on a fait beaucoup de choses. Travaux dans les écoles, enfin, je vais pas m'attarder sur tout ce qui a été réalisé, mais la jeunesse aujourd'hui, elle est différente de celle que j'ai connue, et donc il faut qu'on l'accompagne pour pouvoir grandir, là aussi avec les meilleures armes pour affronter la vie demain. On parle par exemple beaucoup de santé mentale. Alors, il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés, mais c'est vrai que la période Covid a un peu perturbé les uns les autres. Puis il y a les réseaux sociaux, puis il y a plein de sujets là qui font que la jeunesse, il faut y veiller pour qu'ensuite cette jeunesse prenne notre suite. Et donc parlons de ce conseil ce conseil de la jeunesse. Quelle serait tout d'abord la tranche d'âge requise ? Alors on cible plutôt les collégiens et les lycéens. Parce que ils sont presque adultes et ils auront d'ailleurs dans ce conseil-là un budget dédié pour pouvoir aussi réaliser des choses. Alors ça se fera évidemment en concertation avec les adultes parce qu'il y a quelques règles à respecter, mais l'idée c'est aussi que la jeunesse puisse s'investir elle-même dans les projets landernéens. On l'a déjà fait quand on pourrait parler du skatepark qui a été réalisé. À l'origine, dans mon programme du mandat précédent, c'était pas un skatepark que je voulais faire, c'était un pump track. Puis on a discuté avec les jeunes et puis qui nous ont dit non, c'est vraiment un nouveau skatepark qu'il nous faut, et on a travaillé avec eux et puis le skatepark a pu voir le jour sur ce mandat. Et ce conseil pourrait avoir un réel impact ? Alors j'espère, enfin en tout cas c'est le souhait, c'est que
aujourd'hui, il faut qu'on arrive à regarder l'aménagement des villes aussi avec des yeux d'enfants. Alors, c'est aussi bien... Alors, c'est les urbanistes qui disent ça, hein, aménager la ville avec des yeux d'enfants, mais aussi avec des yeux des personnes âgées, parce que aujourd'hui, on a des villes qui sont construites autour de la voiture, autour des routes, etc. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à remettre un peu plus l'humain dans tout ça. Et donc, la jeunesse a toute sa place et va nous aider à réfléchir peut-être différemment et prendre en compte aussi toutes leurs problématiques. Mmh. Et comment comptez-vous amener ces jeunes vers ce conseil? Alors, je pense qu'on va s'appuyer sur les établissements scolaires. Alors, il y a déjà des organisations internes, que ce soit au lycée des Landes, que ce soit à Saint-Sébastien. Et donc, on va, avec eux, définir... tout est à construire, et puis ce serait bien que les jeunes participent à cette construction. Donc, on va essayer de travailler avec les représentants d'élèves ou les différents, alors je sais plus comment ça s'appelle, les conseils de vie, c'est ça. Donc, voilà, ils seront associés, puis on construira une équipe avec l'ensemble des établissements. Et je sais pas, une vingtaine, trentaine de personnes, on va voir. Si c'est peut-être 33 personnes comme le conseil municipal, ce serait symbolique. Et on enchaîne avec l'écologie et l'adaptation au climat, un volet important de votre programme, avec des annonces très concrètes sur la nature en ville, la gestion des risques et la transition énergétique. Vous avez annoncé la plantation de 200 arbres supplémentaires. 2000 arbres supplémentaires et la végétalisation des dernières cours d'école. Où seront implantés ces arbres et dans quel quartier sont prioritaires? Alors, on avait promis 1000 arbres supplémentaires sur ce mandat-ci, et puis au final, on est arrivé à 2500 arbres, et on enlève évidemment les arbres qui sont tombés, parce que ce serait tricher, parce qu'on en a replanté aussi lorsque les arbres sont tombés, mais c'est vraiment 2500 arbres en plus. Alors, où on va les implanter? D'une part, dans les écoles, tu viens de l'évoquer, on a la végétalisation des cours d'école qui est en cours, on en a fait 2, cet été est programmée celle de Simone Veil, donc dans le quartier de Kergrèze, et là on installe un certain nombre de végétaux. Et puis, dans l'ensemble de l'espace public, on a des endroits où on peut en effet rajouter des arbres. Alors c'est vrai que des arbres, parfois, quand on habite à un endroit, il y a des arbres à proximité, alors c'est joli, mais ça peut faire de l'ombre, ça peut faire des feuilles. Voilà, donc il faut réussir à faire coïncider les intérêts de tout le monde. Mais oui, il faut qu'on arrive à planter des arbres, ça absorbe l'eau, et il y en a beaucoup qui est tombé ces temps-ci, donc c'est aussi un bon remède pour cela. Ça diminue la température, et on sait que même si ces derniers temps, la température n'a pas été si élevée, mais néanmoins, on sait que la tendance va vers des étés plus chauds, et que dans les cours d'école, quand tout est en bitume, c'est pas forcément l'idéal. Donc, planter des arbres, ça amène de l'ombre, ça amène de la fraîcheur. Et donc, vous parlez de créer des zones d'inondation également pour protéger la ville, et d'un schéma directeur des rivières. Quelles zones de Landerneau sont aujourd'hui les plus exposées? Alors, Landerneau, c'est une situation un peu particulière, parce qu'on on peut être victime de crues dites fluviales, liées à ces phénomènes météo et d'intempéries. Et puis, on peut être victime des crues maritimes. Et d'ailleurs, c'est que quand il y a coïncidence entre ces deux phénomènes que Landerneau a des risques. Alors, évidemment, sur la partie fluviale, on sera en amont par rapport à Landerneau du pont habité, vers la Garenne, vers ces secteurs-là qui peuvent être touchés, parce que cet endroit-là, la rivière est relativement étroite. Elle s'élargit après au niveau, on va dire, du pont du Voise-Glace, là, et puis là, après, il y a une capacité à accueillir l'eau qui est tombée de manière un peu plus importante. Et puis, les crues dites là liées aux marées, c'est plus en amont de ce pont habité. Et donc, quand il y a les deux, le phénomène est un peu complexe. Alors, parmi les mesures, et celle qui sera certainement la plus spectaculaire, c'est un schéma directeur des eaux pluviales pour faire en sorte que avec les communes voisines, avec le syndicat de bassin, avec la communauté d'agglomération, on fasse en sorte que l'eau qui tombe et de plus en plus fortement soit ralentie avant d'arriver à la rivière. Et ça passe notamment par un gros plan de reconstruction de talus, de haies bocagères, pour faire en sorte que cette eau arrive le moins rapidement possible dans la rivière.
et vous proposez une ceinture de biodéchets en centre-ville et dans les quartiers sociaux. Comment fonctionnerait ce dispositif? Alors, c'est une collecte des biodéchets. Donc, en effet, les biodéchets, c'est 60% du poids de notre poubelle, et c'est constitué souvent d'eau. Et amener ces biodéchets en incinération, c'est un peu une hérésie. Donc, l'idée, c'est qu'ils sortent de notre poubelle. Et donc, pour cela, les composteurs sont les meilleures solutions, sauf qu'en centre-ville, c'est compliqué, ou dans des espaces d'immeubles collectifs, c'est compliqué d'avoir un composteur, parce qu'on n'a pas de jardin, etc. Donc, l'idée, c'est soit d'avoir des composteurs partagés sur certains endroits, c'est possible, et d'ailleurs, on a commencé à le faire, ou soit d'organiser une collecte, et c'est ce qu'on va faire au niveau du centre-ville, faire en sorte que ces déchets-là soient ramassés dans des collecteurs de compost, et ce sera fait avec la communauté d'agglomération, puisque c'est une compétence de la communauté d'agglomération. Et est-ce que ces collecteurs seraient plus dans des zones avec des immeubles ou avec aussi dans des zones où il y a des maisons? On sera plutôt dans les zones très denses, parce que quand on a un jardin, moi j'ai un jardin, alors j'habite en centre-ville, mais voilà, j'ai mon composteur, et en effet c'est du volume en moins dans ma poubelle tous les jours. Et donc quand on en a la possibilité, c'est mieux de le faire de cette manière-là, parce que la collecte a un coût. Par contre, dans les zones très denses, où vous n'avez pas de jardin, eh bien là, oui, c'est pertinent de pouvoir collecter ces biodéchets. Oui, parce qu'un composteur est déjà proposé à l'achat à côté. Alors oui, en effet, on propose à un prix défiant toute concurrence à la communauté d'agglomération l'achat de composteurs. Et vous annoncez donc un chantier de rénovation au Bois Noir, un espace important pour les habitants. Quel est l'objectif de cette rénovation? Alors, donc on a un quartier qui était un peu en fin de vie, entre guillemets, enfin un secteur avec des entreprises qui étaient dans des bâtiments assez obsolètes. D'ailleurs, la plupart des bâtiments étaient vides depuis quelque temps. Et donc, à partir de cet espace-là, on va tout réaménager, repenser un quartier comme on imagine idéal, avec des cheminements doux, avec de la végétation, mais suffisamment dense pour accueillir de la population. Et puis au milieu de tout cela, il y aura une gendarmerie, puisqu'on doit relocaliser notre gendarmerie. La gendarmerie qui est dans des locaux qui n'est pas adapté aujourd'hui au volume de gendarmes qui sont présents sur Landerneau. Et donc il y aura à la fois un nouvel outil pour accueillir les personnes en gendarmerie, puis aussi des logements pour ces gendarmes. Et donc là, on imagine à peu près 500 logements. 500 logements qui doivent être vraiment connectés à la ville, et on imagine plus ça comme une extension du centre-ville que un quartier type lotissement un peu à l'écart, avec des liaisons douces qui permettront de rejoindre le centre-ville assez facilement par les berges, ou une liaison qu'on va créer qui ira jusqu'à la gare pour ceux qui auront besoin de prendre le train. Et j'évoque maintenant la sécurité et la tranquillité en ville. Les habitants évoquent des incivilités lors de grands événements, souhaitent une sécurisation aux abords des écoles. Votre programme annonce plusieurs mesures, dont l'extension de la vidéoprotection et une nouvelle charte de la vie nocturne. Vous souhaitez installer donc des caméras de vidéoprotection sur des axes stratégiques et étendre le dispositif aux bâtiments communaux. Quels lieux sont aujourd'hui ces axes stratégiques, justement? Alors, c'est toutes les entrées de ville. L'idée, c'est de pouvoir repérer des personnes malveillantes qui viendraient et qui repartiraient. Je pense notamment au phénomène de cambriolage qui sont assez fréquents en Bretagne, et on n'y échappe pas. Et donc, souvent, ce sont des bandes organisées. Et donc, avec les conseils de la gendarmerie, puisqu'on a élaboré cette réflexion avec eux, ils nous ont préconisé de vraiment avoir ce type de dispositif sur les grands axes entrant dans la ville et sortant évidemment dans les deux sens, pour pouvoir justement repérer les personnes qui pourraient être malveillantes, sachant qu'on est sur de la vidéoprotection, on n'est pas sur la vidéosurveillance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui surveille 24 heures sur 24, qui rentre, qui sort. Enfin, c'est pas le but, c'est vraiment de pouvoir après des séries de cambriolages consulter et faire en sorte de retrouver les personnes. Alors
pas mal de secteurs sont en train de s'équiper et ça permettra aux gendarmes d'être du coup vigilants, d'avertir les autres et comme nous on peut être avertis d'ailleurs et ainsi éviter ce genre de phénomène. Et est-ce que ces images arriveraient à la gendarmerie Non, elles sont évidemment dans un endroit, à la fois sur site quand on parle des bâtiments, et sinon elles arrivent dans un endroit qui est consulté et que par des personnes qui sont habilitées à pouvoir les consulter. On n'est pas encore une fois dans le phénomène de vidéosurveillance comment procéder dont j'ai pas d'a priori, mais qui aujourd'hui n'est pas, il me semble nécessaire. Par contre, en effet, cet outil-là me paraît pertinent pour se prémunir d'évolutions sur Landerneau qui pourraient augmenter l'insécurité globalement. Et combien de caméras souhaitez-vous envisager d'installer? Alors, j'ai pas le plan que m'a fait la gendarmerie tout à fait en tête. Il faudra évidemment en discuter avec eux, mais on a 6-8 entrées de villes là qui mériteraient d'être surveillées. Alors voilà, je vais dire une petite dizaine. Et puis sur les bâtiments communaux, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Enfin, c'est pour les sécuriser, c'est aussi pour rassurer nos assureurs, parce que les assureurs exigent aujourd'hui beaucoup plus que ce qu'ils ne pouvaient le faire précédemment. Et donc, notamment les bâtiments qui sont un peu isolés. Je pense à la salle de tennis, elle a été équipée. Je pense au boulodrome, il a été équipé. Je pense à la salle Lavalotte, elle a été équipée. Donc ça, c'est des bâtiments qui sont nouveaux. Mais on a aussi d'autres bâtiments communaux là qui méritent d'être sécurisés. Alors voilà, c'est parfois des alarmes, parfois des caméras pour regarder les dégradations qui pourraient s'y faire et ainsi éviter celles-ci. Et je le disais, donc vous proposez une charte de la vie nocturne pour trouver un équilibre entre animation et donc tranquillité. Concernant cette charte, qu'est-ce qu'elle changerait pour les habitants ? Alors l'idée c'est de définir un cadre collectivement entre les habitants, entre généralement les voisins d'établissements qui peuvent le soir faire du bruit. On a envie quand même que la ville continue à vivre et on aime bien que Landerneau soit vivant, enfin en tout cas c'est notre point de vue. Par contre, oui, il y a des règles à mettre en place. Donc l'idée c'est que cette cohabitation soit facilitée, que chacun comprenne les contraintes de l'autre et que on définisse ensemble une charte qui permette que chacun respecte l'autre, parce que voilà, chacun a le droit de vivre. Quand vous habitez près d'un établissement et que tous les soirs à 1h30 du matin vous avez du bruit, c'est pas très agréable. Puis en même temps, quand vous êtes propriétaire d'un établissement, vous avez envie que ça se passe bien aussi avec le voisinage. Donc voilà, on a tous intérêt à ce que ça se passe bien. Et je pense qu'on arrivera à trouver des compromis. Ça existe ailleurs, on n'a pas inventé ce concept. Et voilà, on va essayer de le mettre en œuvre en toute transparence avec les personnes concernées. Des habitants, vous avez interpellé pour ces jeunes Alors c'est fréquent, évidemment. Des fois, il y a des soirées qui peuvent un peu déraper. Ça crie un peu plus. Les gens qui fument dehors et qui, dans un brouhaha, peuvent faire que la quiétude du voisinage est un peu perturbée. En même temps, on habite en ville aussi. On sait qu'il y a des contraintes, mais il faut que ces contraintes soient les plus limitées. Et puis, tu l'as dit, il y a aussi des grands événements. Donc, à l'occasion de ces événements, il faut aussi que le cadre soit bien posé pour tout le monde, de façon à ce que ça se passe le mieux possible. On a droit, on parlait de la jeunesse tout à l'heure, elle a le droit de faire la fête, et c'est comme ça aussi qu'elle grandit. Mais voilà, en respectant le voisinage notamment. Et je termine ces questions par la sécurisation des abords des écoles. C'est un point important de votre programme. Et est-ce que vous avez remarqué des établissements prioritaires ? Là, on en a deux qui sont déjà dans nos viseurs, entre guillemets. C'est le lycée des Lornes et Saint-Sébastien, puisqu'on a deux rues très passantes devant. Alors, parfois, c'est une combinaison de situations d'urbanisme autour, mais parfois, c'est aussi le comportement
des jeunes eux-mêmes, des parents qui veulent tous se garer au même endroit, mettre en double fil, etc. Et ben, quand il y a plein de jeunes qui circulent, le matin quand le jour se lève ou le soir quand la nuit tombe, ben, il peut y avoir des accidents. On doit aussi mieux éclairer les passages piétons, on doit faire en sorte que la vitesse soit moins importante. Donc là, je cite ces deux écoles, mais pratiquement toutes les écoles sont concernées. On a fait déjà beaucoup d'efforts autour de Saint-Julien, notamment sur le quai du Léon, on a sécurisé la traversée. Je pense à l'école du Trommer aussi, on a fait en sorte que le trottoir soit plus large, ralenti la vitesse à proximité. On a fait un passage à Marie Curie, sécurisé aussi pour traverser la route. Mais voilà, ça nécessite toujours des adaptations en fonction de l'évolution de la circulation. Mais je crois aussi, pour revenir à ce qu'on disait au début, il faut que la voiture réduise son emprise dans la ville. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que la voiture soit moins un danger et que ça reste un moyen de locomotion, mais voilà, il faut apaiser la circulation. Eh bien, nous arrivons à la fin de l'interview. Donc, nous arrivons au bulletin d'engagement. Je vous invite à prendre le bulletin et le stylo pour écrire votre premier engagement que vous réaliserez si vous êtes élu le 15 ou 22 mars prochain. Ensuite, vous glisserez donc le bulletin dans l'urne sans dévoiler ce qui est écrit. Nous le découvrirons au soir du 15 mars, après 20h, lors de la soirée électorale du TV5. Voilà, c'est dans ma boîte. Et c'est la fin de l'interview. Merci Patrick Leclerc d'avoir accepté cette interview et d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi et puis bon vent pour la suite et puis j'espère que les gens regarderont et voilà feront leur choix après en fonction de leurs idées. Merci à toi. Merci.